Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 35% les amis. Invité exceptionnel aujourd'hui, cadre exceptionnel, puisque nous sommes en séminaire avec notre réseau de courtage en crédit. On est vers Béziers et j'ai profité de l'opportunité pour choper notre invité en vol au moment du déj. Voilà. Donc il était en train de manger et je lui dis mec, t'es chaud pour une interview? Il m'a dit je suis chaud. Donc c'est parti. Tristan Bourlard, bienvenue. Bonjour Yacine, merci pour ton accueil. Effectivement, ce n'était pas du tout prévu au départ, mais c'est un plaisir Exactement. de te rejoindre sur ce podcast. Et comme on dit, chaque soirée, moins c'est organisé, mieux ça se passe. Voilà, c'est ça exactement. Donc, j'ai rien préparé, ce sera parfait. Et bah justement, puisque tu n'as rien préparé, je vais te demander de te présenter en quelques mots. Et si tu peux un peu nous parler un peu de ton parcours académique, où est-ce que tu es actuellement et où est-ce que tu étais. Donc, je m'appelle Tristan Bourlard, j'ai 29 ans, bientôt 30 cette année. Donc, je suis courtier chez Préto Galaxy depuis maintenant un an. En fait, j'ai rejoint Préto Galaxy en fin juillet de l'année dernière, donc 2024. Avant cela, j'ai passé 5 ans chez Empruntis. J'étais mandataire chez Empruntis sur Paris 13. Et en fait, j'ai quitté Empruntis. En parallèle, j'ai également quitté la région parisienne parce que je suis maintenant basé sur Toulon. Donc mon parcours, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait un master en gestion de patrimoine. À Paris? Et à Paris, ouais, sur Paris 13. Et pendant mon master, donc c'est là que j'ai découvert le courtage. En fait, j'ai passé ma 3e année d'études à l'étranger, à Shanghai. Et en fait, pendant cette année-là, il fallait choisir son orientation, son master. Je ne connaissais pas vraiment la gestion de patrimoine, donc je me suis orienté là-dedans sans vraiment connaître ce milieu. Il fallait trouver une alternance pour la rentrée. Et en fait, j'étais dans les derniers à avoir une alternance. Il se trouve qu'un des stagiaires du meilleur taux qui était au coin de la rue, juste en face de l'école, est venu nous démarcher parce qu'ils avaient besoin d'un alternant. Et donc voilà, j'ai envoyé mon CV, j'étais dans les derniers à trouver une alternance, il fallait absolument que j'en trouve une avant la fin du mois. Et c'est comme ça que ça a démarré, alors que je ne connaissais pas du tout le métier de courtier, j'en avais jamais entendu parler. Et tu faisais quoi à Shanghai? À Shanghai, c'était ma 3e année d'études. Donc en fait, j'étais en école de commerce et donc dans cette école à Paris School of Business, la 3e année, c'était forcément à l'étranger. Donc, genre une sorte d'Erasmus. Voilà, c'est ça, une sorte d'Erasmus. Donc là-bas, j'étais en études. Dans une université à Shanghai. Dans une université à Shanghai. Ok. Donc tu fais ton stage chez Meilleur taux. Meilleur taux. Ouais, 2 ans dans un meilleur taux. Ouais. Voilà, lequel du coup, juste? Meilleur taux à Paris 13. Ok. Donc tu fais ton alternance, 2 ans là-dedans. Et ensuite, du coup, j'imagine, tu passes ton IOBSP. En fait, via le diplôme de gestion de patrimoine, j'ai eu l'équivalence. Donc, hormis les formations habilitantes qu'il faut passer tous les ans, je n'ai pas eu besoin de passer l'IOBSP. Tu connais un peu toutes les voies pour devenir courtier? Donc tu as l'IOBSP, l'équivalence. Ouais, sinon il y a pas mal d'équivalences. En fait, alors je ne connais pas toutes les équivalences, mais je sais que forcément, via un diplôme en école de commerce, peu importe la spécialisation, ça te donne l'équivalence. Donc c'est vrai que c'était assez pratique. Moi, j'avais toutes les équivalences, que ce soit MIA ou IOBSP, j'avais déjà toutes les équivalences. Ok, nickel. Du coup, tu as ton équivalence et tu te lances chez Empruntis. Du coup, en tant que... Alors, tu étais quoi, salarié, mandataire déjà? Alors, j'étais mandataire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais alternant, j'ai rencontré donc Édouard Grossier, qui était mandataire. Et il a passé 6 mois à peu près chez Meilleur Taux. À un moment, donc, moi, je terminais mes études. Le projet, c'était de continuer mes études, de faire un master spécialisé. Donc, j'étais pris à Skeva pour faire un master spécialisé en gestion de patrimoine. On va dire plutôt parce que je ne savais pas vraiment quoi faire après mes études. Donc, je pense par crainte, j'avais postulé dans divers masters spécialisés. J'avais été pris à Skema. Et lui, alors que j'étais parti pour faire cette année d'études, me dit voilà, j'ai pour projet d'ouvrir une enseigne Empruntis, toujours dans le 13e. Et donc, est-ce que tu veux me rejoindre? Parce que pour l'instant, je n'ai pas de mandataire. Et voilà, est-ce que ça te tente de te lancer dans l'aventure? Donc, je n'ai pas hésité très longtemps et je me suis lancé avec lui. Donc, l'agence a ouvert en novembre 2019. C'est là que j'ai commencé l'aventure avec Empruntis. Et en fait, c'est ce concours de circonstances où j'ai rencontré Edouard, alors que peut-être que j'aurais pu complètement changer de voie. Ok.
en principe, du coup, alors juste, je suis désolé, j'ai perdu le fil, mais du coup, tu étais mandataire ou salarié? J'étais mandataire. Directement mandataire. Directement mandataire, j'ai jamais été donc salarié. Dans ma vie, j'ai jamais été salarié, hormis si on compte l'alternance. Ok. Mais sinon, j'ai jamais été salarié et donc j'ai directement commencé en mandataire, donc de novembre 2019 à l'été 2024. Ok. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on se lance comme ça en tant que mandataire? Parce que du coup, tu es directement entrepreneur, Ouais. pas de revenus fixes comme on pourrait être quand tu es salarié. Mhm. Et du coup, comment tu as appréhendé ça? Comment tu as eu, je veux dire, les couilles de te lancer directement dans un modèle d'entrepreneur? Ouais. Alors, donc moi, c'est vrai que juste avant, j'étais étudiant, donc l'habitude de vivre avec peu d'argent finalement. T'étais léger. Je pense que forcément, c'est plus difficile, plus on avance dans la vie et plus on a un niveau de vie qui peut être élevé via des crédits ou alors un train de vie qui est un peu plus élevé. Quand on est étudiant, on a l'habitude de se restreindre. Ok. Voilà, de ne pas faire d'achats qui ne sont pas forcément utiles. Typiquement, des vêtements, par exemple, c'est secondaire. Donc, les principales dépenses, c'était pour se loger, pour se nourrir et pour les activités sportives, par exemple, ou loisirs. Mais donc, le risque, il était limité dans le sens où, déjà, j'engageais aucun frais. J'avais une année de chômage, parce que j'ai dit que c'était 2 ans d'alternance. En réalité, c'était 1 an de stage, 1 an d'alternance. Donc, j'ai le droit à 1 an de chômage. Mon chômage était quand même assez faible, hein. J'avais 900 € de chômage par mois. Et après, j'ai la chance que mes parents pouvaient un petit peu m'aider tous les mois. Ok, cool. Donc, ce qui fait que ça m'a permis de me lancer. Et c'est vrai qu'avant de commencer à produire réellement, parce que je me suis lancé en novembre 2019, donc à une période où quelques mois plus tard, on a été confinés, ce qui a forcément ralenti la production c'est un enfer, de crédit. Voilà, c'était vraiment... Il revient de loin, les amis, parce que en fait... je vais un peu spoiler le podcast parce que voilà, la raison pour laquelle j'ai sollicité Tristan, c'est que là, du coup, on est en séminaire avec notre réseau de courtage et Tristan a eu la chance de gagner un sweat à capuche. Pourquoi? Pourquoi il a gagné un sweat à capuche? Parce qu'en gros, c'est un peu le lot ultime quand on arrive premier chez Préto. C'est le Graal, mais c'est surtout une mise en avant. Je rigole sur le pull à capuche, mais c'est très stylé d'avoir le pull à capuche. En tout cas, dans le game des courtiers, on se sait. Et en fait, Tristan est le plus gros chiffre d'affaires à date. Donc, du coup, là, on tourne en mi-juin 2025. Donc, à mi-juin 2025, Tristan est le plus gros chiffre. Il nous en parlera après. C'est un gros chiffre, les amis. Donc du coup, c'est pour ça que c'est rigolo quand on dit qu'il vivait avec 900 € et il se faisait aider par ses parents en 2019. Quand on sait ce que c'est devenu aujourd'hui son chiffre d'affaires, c'est rigolo. Donc du coup, tu commences avec ton petit matelas de chômage de 1 an. Ouais. Tes parents qui t'aident, mais du coup tu vivais chez tes parents peut-être? Non, j'étais en colocation. Ok. Et du coup tu te lances chez Empruntis en mandataire. Raconte-nous, c'est quoi tes sources ton acquisition du coup de leads, comment tu bossais, raconte-nous tout. Alors on avait quelques leads, mais assez peu qualifiés, donc j'ai jamais vraiment transformé les leads qui m'étaient donnés. Je pense que sur les leads, je devais avoir un taux de transfo entre 2 et 5%, donc très faible. Donc les leads, j'ai rapidement compris que c'était pas là où j'allais trouver du business. Non, c'est vraiment sur la prospection où rapidement, ça m'a apporté quand même des dossiers. Bon, la première année a quand même été compliquée. On va dire que j'ai commencé vraiment à produire à partir de octobre-novembre 2020. La première année, je dois faire à peu près peut-être 50 000 de chiffres, je pense, en 2020. Ok, mais ce qui n'est pas dégueu pour du 2020. Ouais, pour du 2020, c'est pas dégueu. Mais c'est vrai que quand tu commences l'activité et que tu galères un petit peu à avoir des dossiers, tu te poses quand même des questions. Si ça vaut la peine de continuer, je me suis posé. Et d'ailleurs, là maintenant, en ce moment, je m'en pose plus, mais je m'en suis posé quand même pendant longtemps. Okay. Donc, on a été confinés. On a re-été confinés en fin d'année, et j'ai vraiment axé sur la partie prospection. J'ai prospecté toutes les agences du 13e et j'ai eu la chance aussi de rencontrer beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine dans la salle de CrossFit où je m'entraînais à l'époque, sur Paris 13. Incroyable. Parce que les associés un des associés était conseiller en gestion de patrimoine dans un réseau de MLM. Et donc, il m'a fait rencontrer toutes les personnes avec qui il bossait. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que, à la base, c'est comme ça vraiment que j'ai bâti mon réseau. Et aujourd'hui, c'est le réseau qui m'apporte une grosse partie de mon chiffre d'affaires. Donc, une grosse partie vient du CrossFit. Première leçon, les amis, faites du sport. Ouais.
C'est peut-être le moyen de votre source de lead. Et donc, du coup, c'est essentiellement les CGP qui t'envoyaient du lead. Ouais, j'avais un peu des deux. Donc j'avais pas de reco à l'époque, mais c'était un peu un 50-50 entre CGP et agent IMO. Ok. Et c'était quel type de projet? C'était plutôt RP, RL? Bah, t'as sur une la spécialité? agent IMO RP dans l'ancien, et CGP, c'était pas mal de Pinel. Je Ok. finançais beaucoup de locatifs, ouais, Pinel. Et donc, j'imagine plutôt sur Paris 13, du coup? Sur la partie agent IMO, ouais. Ok. Pinel, après, c'était dans toute la France, mais par contre, globalement, c'était des clients en région parisienne. Ok. Et sur le 13e, du coup, c'est des plus ou moins gros tickets quand même, C'était quoi qu'il arrive. J'avais des beaux profils, hein, rapidement, ouais, j'ai quand même eu des beaux profils. Est-ce que du coup, tu peux nous parler déjà de, par exemple, tes honoraires, toi, à l'époque, sur Paris, tu facturais combien en hono aux clients? Alors, à l'époque, j'étais à 1500. Ok. Ouais. Et après, quand j'ai commencé, bah alors, là, les honoraires, ils ont augmenté aussi ces dernières années, mais j'étais à 1500. Parce que c'est aussi ce qu'appliquait Edouard, je m'étais un peu calé sur son modèle et j'avais envie d'avoir du dossier et Ok. j'avais envie de produire pas mal. Ouais. Ok, ok. Et à l'époque, les combanques étaient encore stylés, je crois. Les combanques, ça commençait quand même déjà à pas mal se réduire. Ok. Ok, ok. Et donc, du coup, année 2, j'imagine que ça s'accélère. Année 2, année 2, 2021, ouais, ça s'est pas mal accéléré. J'ai passé la barre des 200 000 euros de chiffre d'affaires. Je crois que je Ok. fais 200. Ah oui, mais c'était la golden, c'était l'année, Ouais, l'année de ouf post-Covid. combien je fais l'année 2? Je pense que je dois faire 220 à peu près. Ok. De chiffre d'affaires, hein. Ouais, de chiffre On d'affaires. rappelle, Ouais, ouais. le deal avec Empruntis, c'était quoi? Le deal, c'était 50-50. Ok. Donc, Ouais. donc, Tristan était rémunéré Mais, 50% et de. en fait, moi, du coup, à partir de 2021, j'étais vraiment tout seul dans l'agence, parce qu'Edouard a ouvert une autre agence à Vitry-sur-Seine. Et Ok. donc, moi, à l'agence, j'étais tout seul à faire tourner la boutique, j'étais vraiment tout seul 100% du temps. Stylé. Voilà, il n'y avait pas d'autres mandataires. Il y avait d'autres frais, du coup, chez Empruntis? En Non, plus de tes j'avais 50-50? pas de frais, non. Non, non, j'avais pas de frais Ok. de bureau. Ça a rapidement été retiré, en fait, quand il a vu la production que j'avais. Euh, il m'a retiré les frais de bureau. Mais par contre, ouais, il prenait 50%. Et donc, c'est quand même pas négligeable. Ok. Ok, ok. Déroulons, du coup, année 3, année 4, puisque du coup, on Donc, arrive à année aujourd'hui. 3, 2022, je fais combien? Je dois faire à peu près 280 Ok. en 2022. Ok. Année, Et année 4, 2023. 2023, donc ça, c'est l'année très très compliquée. Donc, Donc là, année noire, pour ouais, rappel. année noire, ouais. Année noire parce que conflit en Ukraine, Ouais. inflation, du Inflation, coup, problème de taux d'usure, donc ça c'était exactement. vraiment une année très très compliquée. Hausse Pour de autant, taux. je m'en sors quand même pas trop mal, mais parce que j'arrive à trouver des solutions avec des banques avec lesquelles on n'a pas de convention. Ok. Et donc en 2023, je fais Crédit quand même. mutuel. Ouais, Crédit Mutuel CIC. J'ai envoyé toute ma prod au CIC, Ok. enfin une grosse partie de ma prod, parce que les banques conventionnées, type. Alors déjà, on n'a pas non plus toutes les conventions, mais Banque Postale, Caisse d'Épargne, c'était très difficile de sortir des dossiers. Donc 2023, je fais 180 000 de chiffres. Ok. Donc ce qui est aujourd'hui, sur des belles années, une belle prod déjà. Donc c'est vrai que, mais à l'époque, quand on passe de 280 à 180, ça fait mal. Et on se pose quand même pas mal de questions sur l'évolution Est-ce que je vais du arrêter? métier. Je fais 180, les gars, Et c'est la catastrophe. C'est réellement les questions que je me posais. Et Ok. c'est vrai qu'aujourd'hui, ça Mais paraît fou. c'était quoi les alternatives du coup? Tu disais. Je sais pas. Non, Ok. je n'en avais pas, mais en fait, je savais que par contre, je retrouverais un poste de. Enfin, sûrement dans le salariat, mais je m'étais dit que je serais commercial en fait. Ok. Je m'étais dit, je vais vendre quelque chose. Mais Ok. je ne savais pas quoi. 2024, année de la reprise. 2024, année de la reprise, grosse année. L'année dernière, combien je vais faire 330 000 300 chiffres. chiffres. Ok. Ouais. C'est incroyable. Et cette année, T'as quel âge, Tristan, là? J'ai 29. Ok. À 29 ans, quand on fait 330, et du coup que tu. Attends, c'était déjà Préto? T'avais rejoint Préto ou pas du tout? Non, c'est chez Empruntis. C'est toujours chez Empruntis. Ouais, en Donc fait- du coup, tu déclares 150 000 Ouais, c'est ça, ouais. en revenus. Comment est-ce que toi tu réagis? Comment est-ce que tu vois le truc? Est-ce que ça te semble normal? Est-ce que tu te dis sky's the limit, j'ai envie de péter les 500? Ouais, en fait, là, c'est vrai que je suis dans une optique où Avant, quand je voyais ces chiffres, je trouvais ça incroyable et maintenant, ça me fait plus rien, on va Ok. dire. Et ouais, je vois toujours plus grand en fait. Ok. Et je me dis qu'il n'y a pas il y a pas de limite. Mais c'est vrai que les chiffres, ils sont impressionnants. Et aujourd'hui, je suis aussi dans une optique de me sécuriser pour la suite parce que je ne sais pas si je arriverai à produire tout le temps autant parce que mine de rien, c'est quand même prenant. Donc, c'est de se sécuriser le plus possible pour ensuite assurer ses arrières.
Bon. Aujourd'hui, Tristan a rejoint mon réseau du coup Preto Galaxy. Et du coup, pendant les prêts et le fait qu'il ait eu un pull à capuche, c'est parce que du coup, entre le 1er janvier 2025 et le 21 juin 2025, Tristan Bourlard est à Là, je suis à 240. 240 000 euros de chiffre d'affaires. Donc clairement, le demi-million en target sur 2025. Je pense que ça va être quand même compliqué, mais demi-million, ça va être chaud. Peut-être, c'est possible. Il y a pas de. En termes de temporalité, pour l'instant, c'est largement faisable. Ouais, on est dans les clous. Après, il va quand même y avoir l'été avec une période qui va être un peu plus calme. Mais c'est possible. Ouais, c'est possible. Et c'est vrai que je ne me serais jamais dit ça parce qu'en fait, quand j'ai déménagé, pour moi, c'était sûr que mon chiffre d'affaires, il allait baisser. Je voulais gagner en qualité de vie, mais j'acceptais de baisser ma rémunération. Ah, parce que oui, effectivement, tu as déménagé à Toulon entre-temps. Ouais. Mais tu as quand même gardé ton réseau parisien. Tu continues à financer tes clients parisiens. Ouais. J'ai pas de difficulté avec ça? Pas de difficulté, non, parce qu'en fait, j'en parle pas. Ok. Non, j'en parle pas. Les gens. On fait un rendez-vous en visio. Et ils le découvrent du coup. Salut les clients. Voilà, mais je suis basé à Toulon. Après, bon, c'est marqué dans ma signature. Donc, si vraiment un client qui est un peu regardant, c'est marqué. Mais oui, je propose systématiquement des rendez-vous en visio. Après, je remonte sur Paris tous les 1 mois et demi, 2 mois. Donc, ça peut m'arriver de voir un client, mais c'est très rare. Ok, on voit plus les clients. Et en fait, ceux qui sont au courant, c'est mes apporteurs d'affaires qui sont au courant que je suis à Toulon. Et je pense que quand je suis descendu, ils se sont posé la question de déjà comment ça va se passer. Et puis finalement, les dossiers continuent de sortir. Donc, c'est le principal. Et les clients, non, sont pas au courant. Et moi, dès que je propose un rendez-vous en visio, ça arrange vraiment tout le monde parce que le fait aussi de travailler de chez moi et d'être à Toulon, ça me permet aussi d'être disponible sur une amplitude horaire qui est beaucoup plus importante que quand je travaillais en agence. Donc ça arrange vraiment les clients. Je peux faire des rendez-vous en soirée sans problème en visio. Mais presque ça m'arrange en fait de les faire en soirée. Tu as des enfants? Pas encore. Ok. C'est pour ça que tu peux faire encore des rendez-vous en soirée. Ouais, je sais que tu arrêteras. A priori, dans quelques mois, je pourrais plus les faire. Ok. Ah, il y a une bonne nouvelle en cours. Voilà, c'est ça. Ah, trop cool. Trop cool. Félicitations. Merci. Et alors, bon, imaginons que tu as un courtier ou un courtier wannabe qui se dit « Ah, ce serait cool le courtage, ça m'intéresse, c'est quelque chose qui m'intéresse. » Est-ce que tu peux nous dire ce que tu mets en place, toi, vis-à-vis de tes apporteurs ou de tes clients? Déjà, pour avoir cette source de trafic et de leads, et puis ensuite pour délivrer de manière quali et quanti, puisque là, en quanti, je sais pas, ça représente quoi en charge de travail déjà, faire 260 000 euros en 6 mois, en moins de 6 mois? Ce serait difficile de parler en termes d'heures, mais globalement, ma journée, elle ressemble à… Je commence à peu près à 9h. Je commence à 9h, je travaille jusqu'à à peu près 11h30. Okay. Ensuite, je vais au sport. Parce que donc déjà, tu ne te réveilles pas à 5h du matin pour aller au CrossFit avant le boulot? J'ai une journée quand même qui est assez équilibrée. Je me réveille à 8h, je commence à 9h, je vais au CrossFit. Donc, je suis au CrossFit à midi, je m'entraîne jusqu'à 13h30, je reviens à 14h, je reprends à peu près à 14h30. Et après, là, j'ai une grosse après-midi / jusqu'à la fin de journée. Généralement, j'essaie de m'imposer de finir au plus tard à 21h. Et en parallèle, je bosse. Ça m'arrive quand même de bosser le samedi matin et le dimanche soir. En fait, c'est des créneaux sur lesquels j'arrive un petit peu à bosser et à m'organiser le dimanche soir pour préparer ma semaine. Donc, ça représente quand même un gros volume de travail. Et après, comment je fais pour avoir aussi un volume important de dossiers? C'est déjà régularité. Sur les 6 dernières années, les apporteurs d'affaires, ils voient que les dossiers ils sortent tous. Enfin, quasiment en tout cas. Donc un track record déjà. Donc en fait, c'est ça tout simplement. C'est pas le principal, c'est pas forcément d'aller les voir systématiquement pour prendre un café avec eux. Le principal, c'est est-ce que le dossier il sort, est-ce que le client est satisfait, et derrière, oui, les CGP ou les apporteurs en général, ils sont aussi intéressés sur la rétrocession. Donc il y en a une, je leur rétrocède une partie de la commission banque, comme le font pas mal de courtiers. Ok. Et combien? C'est ça qui est 50% de la commission banque. Ok. Donc après, quand il y en a une? Quand il y en a une, ouais. Donc, quand il n'y en a pas, je peux pas. Et tu fais comment du coup si c'est un CIC, Crédit Mutuel, Bourseau? Ça dépend de la relation avec le CGP. Parfois, je vais lui retracer une petite partie des honoraires, parfois rien. Ok. Voilà. Ok. Et non, c'est comme ça que j'arrive à avoir pas mal de flux. Et comme je disais, le fait aussi de travailler avec un réseau de CGP en MLM, c'est démultiplier en fait
le nombre d'apporteurs. Parce que du coup, tu Ouais. t'es présenté par les parrains au Par les filleul. parrains qui présentent aux filleuls, qui présentent à leurs filleuls, etc., etc. Et c'est sans fin. Ok. Donc, mais par contre, ça demande. Et le chemin inverse peut se faire aussi. Si demain tu merdes sur des dossiers, ça peut être aussi des Une multipliés. traînée de poudre. Donc, c'est Ouais. pour ça qu'il faut être hyper régulier, hyper actif. Et c'est vrai que je pense avoir une grosse capacité de travail. Et c'est ça ma force. Ouais. Et sur les dossiers, pour délivrer derrière, est-ce que tu mets en place des choses un peu exotiques par rapport au commun des coursiers? Alors, je pense que je suis efficace aussi dans le traitement des dossiers. C'est efficace et dans les rendez-vous clients aussi. Ok. On va dire que je passe pas 1h30 en rendez-vous avec mes clients. Ok. Je vais à l'essentiel et j'identifie vite les besoins pour pouvoir embrayer sur la suite. Donc c'est efficace. Et les conditions à l'arrivée, elles sont intéressantes pour les clients parce que j'ai des très bons retours. Donc c'est que ça fonctionne. Et les outils, du coup, on va peut-être Les parler un peu de outils, Préto. Ouais. Les outils, c'est vrai que depuis que je suis chez Préto, en fait, quand j'étais chez Empruntis, je me disais, ok, là, j'ai atteint un plafond de verre. Je pourrais jamais faire plus de chiffre d'affaires, c'est impossible. On adore Empruntis, hein. Oui, non, mais voilà, c'est vraiment pour parler des outils, parce que chez Empruntis, j'ai passé des très très belles années, c'était super. Mais je m'étais dit, voilà, je ne peux pas faire plus de chiffre d'affaires parce que je ne connaissais pas encore ces outils. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, je me rends compte que les outils Préto me permettent de gagner du temps, de gagner en qualité de vie, parce que je vais produire beaucoup plus, et en même temps, je vais travailler moins, je passe moins de temps sur les dossiers. Le fait d'avoir accès au service boss, c'est un luxe incroyable. Alors, service ça- BOS, du coup, ouais. back-office Back-office suivi, suivi, qui ok. t'accompagne du rendez-vous banque client jusqu'à l'édition d'offres de prêt. Et moi, à cette période-là, donc, le service boss ne m'a pas fait gagner énormément de temps par rapport à ce que je faisais chez Empruntis, dans le sens où c'est une tâche que j'avais un peu délaissée au vu de la production. Ça m'a fait gagner en qualité plutôt qu'en temps, parce que maintenant, c'est une tâche qui est effectuée. Avant, Donc, pour information, dès qu'on, en tout cas sur notre outil ouais, métier, dès qu'on passe l'opportunité en rendez-vous banque, donc Ouais. dès que le client est OK pour la proposition de la banque et va en rendez-vous banque pour ouvrir les comptes, faire tout ce que vous connaissez pendant un rendez-vous banque, c'est une assistante qui prend le relais et qui du coup gère en fait et qui est chef de projet en fait entre le client, les notaires et la banque pour en fait fluidifier les communications Ouais. et faire en sorte que la veille de la signature, tous les décomptes soient honorés, les fonds débloqués et que en fait tout se passe bien et qu'il n'y ait pas une raison d'annuler la signature ou de la Ouais. repousser. c'est ça. Donc, c'est le contrôle de l'offre, c'est la vérification de l'appel de fonds, et ça apporte vraiment de la qualité. Ce qui est des tâches extrêmement reloues. Ouais. C'est ça, donc vérification de l'offre, parfois il y a beaucoup d'allers-retours avec les clients, il peut y avoir des échanges par téléphone, donc mine de rien, c'est hyper chronophage. Bien Donc moi, ils me font gagner beaucoup de temps et les clients sont hyper satisfaits. Donc ça apporte en fait de la satisfaction client, là où c'est une tâche que j'avais un peu délaissée, faute de temps. Ok. Et alors, Préto Galaxy, du coup, parce qu'il y a maintenant il y a Préto qu'on appelle Nova, mais qui est le Préto de base que tout le monde a connu via un système intégré avec des salariés. Préto Galaxy, c'est l'ex All-in, qui est le réseau de mandataires de Préto. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu te sers un peu de cette phase MLM parce que on a l'opportunité de développer ces équipes. Est-ce que toi tu t'en sers? Comment est-ce que tu fais? Et est-ce que tu as recruté? Comment ça se passe? Alors j'aspire à le faire, mais c'est vrai que pour l'instant je ne l'ai pas fait. J'ai l'intention de recruter donc Edouard qui travaille avec moi chez Empruntis, qui est toujours actuellement chez Empruntis, mais l'agence là est en train de fermer. Donc j'ai l'intention de faire venir Edouard. Pour le coup, c'est pas encore gagné, il hésite entre retourner en banque et me rejoindre chez Préto. Donc voilà, j'espère pouvoir le recruter, mais sinon autrement, oui, j'ai l'intention quand même de peut-être de trouver un meilleur équilibre entre la production et le développement, parce que je sais que le développement c'est quand même une vision long terme. Donc j'ai l'intention peut-être d'un peu plus équilibrer ces deux parties-là. Ok, et là, aujourd'hui, toi, donc là aujourd'hui tu es un énorme producteur, c'est ce que tu fais, mais tu aimerais obtenir comment dire Quelle proportion? Ouais, quelle proportion toi Moi, je dirais t'aimerais un obtenir? modèle qui m'inspire pas mal, c'est celui d'Alexandre Larue. Continue. C'est vraiment ce qui m'inspire, c'est-à-dire 200. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait en développement, mais en production, en tout cas, il est à 200.
Donc, ce qui est impressionnant au vu de l'équipe qu'il a. Et c'est ce à quoi j'aspire. Parce que je ne me vois pas du tout délaisser la production, parce que j'aime beaucoup et de toute façon, j'ai un très bon réseau. Donc, j'ai envie de surfer dessus et j'ai envie de continuer à travailler sur cette partie-là. Donc, ouais, ce que fait Alexandre, je trouve c'est hyper impressionnant. Et pour rappel, Alexandre, lui, il fait quoi comme proportion, lui, c'est quoi? C'est à peu près, il disait moitié-moitié. Moitié-moitié? Ouais, il veut faire 200 de prod cette année. Je ne sais pas combien de personnes il a dans son équipe, mais c'est conséquent. C'est assez huge, ouais. D'ailleurs, il y a un gros parrain que j'aimerais avoir sur ce podcast. Je vais essayer de l'avoir. Je vais essayer de le choper aujourd'hui. C'est qui? Avant l'apéro. Ouais. Avant l'apéro, C'est le number one, j'ai oublié son prénom. David? Il va me détester. Ouais, David Dessus. Ok, ouais. Je vais essayer de l'avoir. Avant Ouais, l'apéro. là, il est parti au paddle, je vais faire du paddle. Peut-être, après, Ok. ça, Après le paddle, il sera chaud et, Ouais. et on fera une petite interview. Ok. Et bah écoute, ça me semble pas mal comme info. Toi, là, si tu devais recommander un primo courtier, enfin un courtier qui débute ou un courtier actuellement qui bosse là, Ouais. tu donnerais quoi comme tips? Genre, si tu devais lui donner un tips dans son activité pour que il tende vers des chiffres de ouf comme les tiens. Bah, prospection, clairement, il faut vraiment être T'as le temps de souvent prospecter encore sur avec le tes terrain. prods? Moi, je prospecte plus, du tout. Ok. Zéro. Ok. Ok. Mais j'ai conscience qu'au départ, vraiment, le réseau, il se fait pas tout seul. Donc, vraiment axé sur prospection et recommandation et parler de la recommandation à tous ses clients et être sur le terrain. Mais toutes les semaines, faut se dire, tous les lundis matins, il faut se dire, ok, cette semaine, moi, dans ma tête, je me dis, mais je suis un animal cette semaine. Toutes les semaines, je me répète. Et c'est vrai c'est ce que je me disais, en tout cas, toutes les semaines, voilà, je donne tout ce que j'ai. Je vais en prospection, il me faut du réseau, absolument, il faut que ça marche, en fait. Donc, Pas le choix. il n'y a pas le choix, en fait. Il faut dire, voilà, j'ai pas le choix, il faut que ça fonctionne. Donc ouais, c'est vraiment, faut axer là-dessus, parce que les apporteurs, c'est un énorme levier. Alors, pour autant, je sais qu'il y a des courtiers qui n'aiment pas bosser avec les apporteurs. Je peux comprendre aussi pourquoi. Parce que il faut les rémunérer, ils sont exigeants, ils te mettent la pression. Donc, c'est sûr que si tu peux bosser que via ton réseau de recommandations, c'est encore mieux. Ouais. Mais il faut C'est vrai qu'il y a l'avoir. des courtiers qui mâchent Ouais, uniquement mais à la reco. il faut l'avoir. Et moi, c'est pas mon cas, parce que ça fait 6 ans que je fais ce métier et j'ai pas suffisamment de réseau au niveau reco pour travailler que là-dessus. C'est pas possible. Et d'ailleurs, j'en profite, je rebondis, parce que tout à l'heure, tu parlais de CrossFit et de ce pote qui t'a présenté à tout le réseau d'MLM de CGP là, dont on avait parlé. Mais toi, tu fais comment pour aborder Enfin, en gros, comment tu développes, toi, ton réseau sans être un gros lourdeau, en fait? Comment est-ce que entre deux, Ouais, c'est une bonne question. entre deux levées de poids, tu arrives à caler, hey, coucou, je suis courtier. Je pense que dans pas mal de prospections, j'ai jamais forcé en fait la relation. Ok. Typiquement, là, sans parler du CrossFit, je pense à un de mes gros apporteurs et qui je travaille, c'est des courtiers en immobilier neuf. J'ai un de mes meilleurs amis qui travaille là-dedans. Okay. Et en fait, lui, quand il a commencé là-bas, donc il me parlait un petit peu du volume de vente qui était assez important. Il travaillait déjà avec un courtier. Et donc, j'allais déjeuner de temps en temps avec lui et je croisais à l'époque donc son manager. Et on discutait un petit peu. Et son manager, il me posait des questions un petit peu sur la partie financement. Et ouais, je voyais qu'on teste un petit peu, voir s'il a du répondant, s'il connaît 2-3 choses. Parce que, okay. Ah oui, donc test technique là. Ouais, test technique peut-être pour savoir un petit peu avec quel partenaire je travaille, mes connaissances. Mais j'ai jamais forcé la relation. Je suis jamais arrivé avec des cartes, ok, est-ce que vous voulez bosser avec moi, je suis meilleur, je vais sortir tous les dossiers. Ça s'est jamais fait comme ça. Ils bossaient avec un courtier, ils n'en étaient pas très satisfaits. Ok, vous n'en êtes pas satisfait, mais j'ai jamais essayé de me placer. La relation, elle a mis 1 an et demi à se faire. Et en fait, un jour, il y a une des mandataires, une des salariés, donc une des salariés qui a commencé à travailler avec moi. Et tout simplement, on a parlé à ses collègues en disant, ok, il m'a sorti ça comme dossier, essayez. Et ils ont fini par tous me tester et maintenant ils travaillent tous avec moi, ils sont satisfaits. Okay. Mais c'est vrai que sur cette partie-là, moi, j'ai pas forcé la relation. Après, c'est plus facile de pas forcer la relation quand on a déjà du business à côté parce qu'on sait qu'on est tranquille. Je savais que j'avais déjà une activité qui tourne. Mais tu fais moins d'alleux, quoi. Voilà, ça, forcément, quand tu as déjà une activité qui tourne, tu fais moins d'alleux, ça c'est clair. Et du coup, les gens viennent vers toi en se disant, ah bah tiens, il tourne. Un café, tu discutes un petit peu, ah ok, bon, ça se passe pas très bien avec le courtier, bon, ok. Mais j'ai jamais essayé de me placer. Et en fait, moi, j'étais vraiment pas demandeur, en fait. Même si je savais au fond que j'avais envie qu'ils bossent avec moi, mais j'ai jamais initié la demande pour qu'ils bossent avec moi. Ouais. Ok. Ça s'est fait naturellement. Et avec pas mal de
pas les agences IMO au début, parce que quand j'ai commencé, là, j'étais beaucoup plus demandeur. Donc les agences IMO avec qui je bossais, clairement, j'allais les voir, là, je leur demandais de bosser avec moi. Mais sur ce gros apporteur-là, je n'ai pas été demandeur. Sur la partie CGP, même si je commençais, j'ai pas vraiment été demandeur. Juste, j'ai parlé de mon métier, que j'étais courtier. Et en fait, comment ça s'est fait vraiment, c'est qu'on m'a testé sur des dossiers. Ça s'est bien passé. Et ça a continué. En fait, c'est plus pour les apporteurs. Aujourd'hui, ils me sollicitent parce qu'on m'a testé sur des dossiers et ça s'est bien passé. Pas parce que j'ai su me vendre, parce que je pense que ce n'est pas forcément ma qualité première en prospection de savoir me vendre. C'était vraiment OK, on a voulu me tester, ça s'est bien passé. Et du coup, tout le monde m'a recommandé. Et ça a continué à bien se passer. Ouais, et c'est ça. boule de neige, du coup. Voilà, c'est ça, boule de neige. Ouais. Ok. Est-ce que tu délègues un peu? Parce que du coup, j'imagine que sur ce niveau de flux, il y a peut-être un moment où tu n'as plus de place en fait, pour traiter. Je délègue un petit peu, ouais. Depuis que je suis chez Preto, maintenant je délègue un petit peu. Ok. Et donc, c'est vrai qu'on a un système de mini-contrats entre nous. On peut se faire en fait des passes très rapidement et en fait on a des mini-contrats en signature électronique. Tu utilises ça ou pas du tout? Alors non, parce que moi je m'en sers pas parce que j'ai pas encore de filleul. Ok. Mais potentiellement quand j'en aurai, je le ferai. Non, ce que je fais, c'est que ma fiancée, donc, qui est CGP, m'aide sur la partie montage de dossiers de SCPI. Ok. Donc elle m'aide sur cette partie-là et elle est IOBSP, elle est MIA, donc elle connaît parfaitement le financement. Et sur la partie montage, vu qu'il n'y a pas de relation commerciale sur les dossiers SCPI, vu que c'est des CGP qui m'envoient les dossiers, donc les dossiers sont déjà... la solution elle est déjà vendue en fait. Donc on m'envoie un dossier, voilà, est-ce que tu peux solliciter tel partenaire? Parce qu'ils n'ont pas les conventions avec le partenaire pour le financement. Moi je les sollicite, la solution est déjà vendue, le montage il est déjà calibré. C'est pas comme sur un dossier IMO où dans les grandes lignes, on sait ce qu'on veut en termes de durée, en termes de taux, mais on ne sait pas du tout la banque qu'on va solliciter. Oui, là on a un parallèle qui est quand même assez important. Sur la SCPI, il y a quand même assez peu d'acteurs, surtout en fonction du profil. Si c'est un profil locataire, on va vite être limité. Donc c'est pour ça que je peux lui déléguer facilement cette partie-là. Et elle est très méticuleuse et c'est vrai que ça me fait gagner pas mal de temps. Écoute, je crois qu'on a absolument tout. Est-ce que pour conclure, tu pourrais me recommander un bien culturel, un livre, un film qui t'a toi marqué et qui nous ferait comprendre un peu comment réfléchit Tristan Bourlard et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui il est devenu ce qu'il est avec des 260 000 en 6 mois? Ouais. Moi, un livre que j'ai bien aimé, c'est le livre de Ben Bergeron, qui est un coach de CrossFit. Le livre s'appelle Chasing Excellence. Et donc en fait, dans ce livre, Ben Bergeron, il parle des athlètes qu'il coach et qu'il amène au CrossFit Games, donc les championnats du monde de CrossFit. Et on a notamment un passage avec Matt Fraser, qui est l'ancien numéro 1 en CrossFit, qui a gagné plusieurs fois les CrossFit Games et qui est le plus grand athlète de CrossFit de l'histoire. Et en fait, lui, son mantra, c'est vraiment se concentrer sur tout ce qu'il peut maîtriser et occulter le reste. C'est-à-dire, par exemple, s'il fait pas beau, je vais pas me lamenter pendant 10 ans parce qu'il fait pas beau. Je vais vraiment me concentrer sur tout ce que je peux faire, moi, à mon niveau, tout ce que je peux améliorer. Et ça, je trouve c'est hyper inspirant de se concentrer sur l'essentiel. Et bah, ça sera le mot de la fin, les amis, c'est magnifique. Si vous n'êtes pas abonné, les amis, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast. N'hésitez pas à me laisser un petit 5 étoiles, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup pour le référencement de ces vidéos, pour qu'on puisse vous inviter encore plus d'invités exceptionnels comme Tristan, ce serait adorable de votre part, les amis. Si vous voulez nous rejoindre, on va vous mettre un lien, que ce soit Tristan ou moi. Si vous voulez rejoindre mon équipe ou celle de Tristan, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens que vous trouverez soit dans les notes de podcast, soit sur les liens de la vidéo YouTube. On trouvera un moyen de mettre le Calendly ou les infos de Tristan. Et moi, je vous dis à plus tard pour un nouvel épisode. Abonnez-vous. Merci Tristan. Salut. Merci. À plus tard. Ciao. Hop là.